Nous allons maintenant assister à la présentation de Gilles Laridon, qui travaille pour le groupe GDF Suez, où M. Jaridon est responsable du projet sur les énergies marines renouvelables, et plus particulièrement sur les projets concernant les hydroliennes. Donc bienvenue et bonne conférence. Merci, bonjour, bonjour à tous, welcome everybody. Je vais parler en français, mais ma présentation, les plans sont en anglais comme vous pouvez le voir. I'm going to speak in French, but my presentation, the slides are in English. D'abord, je voudrais vous dire quelques mots du groupe GDF Suez. Le GDF Suez, comme vous le savez, est un groupe présent dans le monde entier, de plus de 200 000 personnes, qui est à la fois un producteur et un distributeur de gaz et d'électricité, et aussi un fournisseur de services à l'énergie et de services à l'environnement. Donc pour la partie production d'électricité, donc en France, on a un parc diversifié, et donc avec un mix énergétique constitué de plusieurs sources d'énergie. La principale qu'on voit apparaître sur la planche ici, c'est l'énergie hydraulique, où on est présent plutôt dans le sud, c'est-à-dire notamment dans les Pyrénées et dans la vallée du Rhône. Mais nous avons aussi donc des parcs thermiques, un peu de nucléaire, et puis surtout, la partie qui est en développement actuellement, c'est toute la partie liée aux énergies renouvelables, notamment l'énergie éolienne, l'énergie solaire, et puis bientôt les énergies marines, dont je vais vous parler dans ma présentation. Alors, dans les énergies marines, il y a bien sûr l'éolien offshore, mais il y a toute la partie tidal, c'est-à-dire toute la partie hydrolien, pour lequel le groupe est investi déjà depuis plusieurs années, c'est-à-dire depuis 2009, avec les ambitions d'être un leader de ce secteur, un leader avec bien évidemment le développement des projets respectueux de l'environnement, et un projet développé, j'allais dire, dans la concertation et l'acceptabilité avec toutes les parties prenantes, et prenant en compte bien sûr les usages, et notamment les usages des pêcheurs. Voilà, nous avons l'ambition aussi, et c'est un des points importants au niveau national, de participer à la création d'une filière industrielle à la fois nationale et régionale, pour participer au développement de l'économie locale. Alors, dans ce contexte, eh bien, aujourd'hui, les projets que l'on a, c'est de pouvoir opérer des premières unités de production, donc une ferme pilote, à partir de 2017, et bien sûr, pouvoir par la suite développer des parcs plus importants, des parcs commerciaux, à partir de 2020, en étant bien sûr des parcs performants, respectueux de l'environnement, et assurant donc la sécurité des biens et des personnes. Voilà, et ainsi, comme vous le voyez, eh bien, nous aurons dans notre mix énergétique eh bien, une part supplémentaire d'énergie renouvelable prédictible, qui est l'énergie des marées. Alors l'énergie des marées, vous le savez sûrement, c'est en Europe, elle est principalement concentrée sur le site du Royaume-Uni et de la France. Donc sur la carte, on voit bien apparaître à gauche la zone marquée en rouge qui concerne la Manche, l'ouest de la France, et puis toute la partie du Royaume-Uni. Donc 80% de la ressource est située dans cette zone en Europe. Et en France, vous voyez sur la zone de droite, on voit bien apparaître clairement les deux zones les plus énergétiques, que sont le Raz Blanchard et puis le passage du Front Veur, qui est situé, comme vous le savez, entre l'île d'Ouessant et l'île de Molène, au large du Finistère. Voilà, donc ce sont les lieux dans lesquels eh bien, les projets se développent actuellement. Alors, comme vous le savez, l'énergie des courants et les turbines sont en phase de maturation.
la profession, enfin, que ce soit au Royaume-Uni ou en France, tous les acteurs, j'allais dire industriels ou même institutionnels, considèrent qu'en fait, on passe par 3 phases. La première phase que j'indique ici, c'est la phase des démonstrateurs. Les démonstrateurs sont des machines unitaires à échelle réduite ou à échelle 1, qui sont généralement des machines pour lesquelles l'investissement est réalisé par le développeur ou le constructeur, hein, et qui les testent dans un lieu spécifique avant de passer à l'étape suivante, hein, qui est les fermes pilotes. Alors, les fermes pilotes, c'est des fermes de quelques machines qui sont destinées à effectivement être une étape intermédiaire avant de passer dans des fermes industrielles de plusieurs dizaines ou centaines de machines. Donc aujourd'hui, on est dans le passage entre la phase des démonstrateurs et puis la phase des fermes pilotes. Je reviendrai plus loin dans ma présentation. Donc on est un peu à un endroit un peu charnière du développement de cette industrie et de ces projets hydroliens en France et même au Royaume-Uni. Donc les objectifs d'un parc pilote, le parc pilote c'est un parc de quelques machines, de 4 à 10 environ, c'est de tester une première ferme dans des conditions opérationnelles. Et les investisseurs dans ces pilotes farms, ce sont les énergéticiens. Autant la première phase de démonstrateur, comme je l'ai dit, ce sont plutôt les industriels, constructeurs de machines, qui investissent dans un produit et qui en font, je vais dire, les essais techniques en mer, de façon à pouvoir, lever les premiers verrous technologiques relatifs à cette technologie. Et nous, énergéticiens, nous intervenons dans la deuxième phase, ferme pilote puis ferme commerciale, en étant à la fois un développeur de projet, c'est-à-dire c'est nous qui allons travailler sur le site, à la fois dans la partie géophysique, géotechnique, dans la partie environnementale, usage, pour s'assurer que le site correspond bien à un site propice pour développer le projet, en place bien sûr avec toutes les parties prenantes. Et ensuite, nous sommes un investisseur et un exploitant pendant la durée d'exploitation du parc. Alors que les machines, elles, c'est plutôt des constructeurs qui investissent et qui ensuite nous proposent ces machines que nous achetons pour ensuite les exploiter. Alors, l'objectif de la ferme pilote, c'est bien évidemment aussi d'acquérir du retour d'expérience, le retour d'expérience sur les performances, l'exploitation, et puis l'interaction avec les activités existantes et l'environnement. Voilà, le troisième point important pour les fermes pilotes, c'est de confirmer la viabilité technique et la viabilité économique du projet en vue de passer à l'étape suivante de ferme industrielle. Alors maintenant, je vais vous parler des 2 projets que nous avons dans les 2 sites en France. D'abord le rat Blanchard. Donc le rat Blanchard, vous le voyez sur la carte, est situé à la pointe du Cotentin, pointe du Cap de la Hague, dans la zone indiquée sur la carte en rouge, qui est la zone qui a été jugée propice au printemps dernier par l'État français. Donc c'est là que nous avons prévu d'installer notre premier parc pilote de quelques machines. Donc on est dans des profondeurs de 35 à 50 mètres, ce qui permet d'avoir au-dessus des machines suffisamment d'eau pour pouvoir naviguer, c'est-à-dire les bateaux de taille, les petits bateaux ou les navires de taille moyenne pourront bien sûr naviguer au-dessus du parc. Et on a une ressource importante puisque la vitesse de l'eau est d'environ, au maximum de Vivo, on atteint 10 nœuds, c'est-à-dire environ 5 mètres par seconde, ce qui est des vitesses très importantes. Voilà, et donc les 2 technologies dont vous voyez les photos, je vais les décrire tout à l'heure. C'est d'une part la machine Voigt que l'on voit sur la gauche et la machine Alstom que l'on voit sur la droite. Donc vous voyez qu'effectivement, la machine Alstom, on voit mieux sur la photo, elle est posée sur une fondation tripode, ancrée dans le sol, avec bien sûr le câble que l'on voit sur la droite qui exporte le courant vers la côte. Voilà pour notre premier projet, rat Blanchard, et le deuxième qui est en Bretagne, à l'extrémité donc ouest du Finistère, c'est le projet du Franveur,
hein, qui est en fait un chenal qui se trouve entre l'île d'Ouessant et puis l'île de Molène, que l'on voit sur la carte marine située à gauche. Et dans l'espace rouge, il y a donc un chenal où il y a, selon le flot ou le jusant, donc l'eau qui monte du nord-ouest, qui monte du sud-ouest vers le nord-est et qui s'inverse donc tous les 6 heures. Voilà, donc dans ce chenal, on a aussi des profondeurs similaires, 35-50 mètres, donc qui sont les profondeurs, j'allais dire, qui sont bien adaptées pour un tel projet, et avec des vitesses de courant un peu moindres, mais qui sont quand même élevées, puisqu'on atteint quand même 8 nœuds au plus vifs eaux. Voilà, donc vous voyez apparaître sur la photo de droite la turbine Sabella de notre partenaire, avec une fondation gravitaire. Et puis on voit apparaître le phare de Quéréon à gauche, qui est situé à Touchet-le-Fromveur, avec bien sûr le sillage du courant que l'on voit sur la photo. Alors, les machines, eh bien, nous avons effectivement des partenariats avec 3 fournisseurs. Donc le premier, c'est Voith. Voith, c'est une société allemande qui est très présente aussi dans l'hydraulique, hein, puisqu'elle fournit beaucoup de turbines hydrauliques. Et là, la machine que l'on voit, la photo est prise à Cherbourg au printemps dernier, puisqu'il existe un partenariat avec un chantier naval qui s'appelle CMN à Cherbourg pour l'assemblage des turbines. Hein, et cette turbine est en cours d'essai actuellement. C'est un démonstrateur, tel que j'ai pu le dire tout à l'heure. Il se trouve à l'EMEC. L'EMEC, c'est le European Marine Energy Center, qui est situé dans le nord de l'Écosse, où beaucoup de démonstrateurs de turbines sont en cours d'essai actuellement. Voilà, donc la puissance 1 MW, diamètre 16 mètres. Bon, ce sont des machines, comme vous le disiez tout à l'heure, avec des profondeurs de 35 mètres. Eh bien, on arrive à avoir environ 12 mètres au-dessus des pales, ce qui permet à des navires de naviguer aisément au-dessus. Et puis Alstom. Alors Alstom, donc c'est la photo du milieu. Eh bien, leur démonstrateur est à l'eau à l'EMEC aussi, depuis février 2013. Voilà. Et donc est raccordé au réseau et donc produit de l'électricité. Donc le diamètre 18 mètres, c'est les mêmes ordres de grandeur, même puissance. Et puis Sabella, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ils ont c'est une société une PME de Quimper, enfin du Finistère. Le prototype est en cours de construction et sera mis à l'eau au deuxième trimestre 2014, hein, dans la zone du Fromveur. Voilà. Donc le diamètre est un peu plus petit, 10 mètres, puissance également. Donc voilà les 3 partenaires constructeurs de turbines avec qui nous avons prévu de développer nos projets. Alors, un mot du planning. J'ai mis en haut la partie études environnementales. C'est un point important, essentiel, qu'on a débuté, je vais le détailler tout à l'heure, dès 2012. Aujourd'hui, on est pour les parcs pilotes, qui sont les 4 lignes suivantes, on est dans toutes les études d'ingénierie du projet, c'est la partie technique, en complément des études environnementales, bien sûr. Ensuite, on sera dans une phase construction et ensuite d'opération maintenance, avec bien sûr le suivi environnemental, qui durera pendant toute la durée de vie du parc, avant son démantèlement prévu dans 25 ans. Voilà, et puis en bas, on voit le développement des parcs industriels qui auront lieu plus tard. Ils sont décalés d'environ 3 ans, hein, qui permettront de les développer en ayant acquis du retour d'expérience. Hein, ce retour d'expérience est important. On est un peu des pionniers dans un secteur un peu nouveau et on a tous besoin de retour d'expérience pour être sûr d'avancer par étapes en ayant validé au fil des ans un certain nombre de jalons. Voilà, donc avec la même démarche, l'ingénierie du projet, la construction et ensuite l'exploitation-maintenance avec le suivi environnemental. Voilà, alors maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur certains points liés à l'environnement, en mettant en avant que tout cela se fait en discussion, bien sûr, avec tous les acteurs et toutes les parties prenantes,
hein, que ce soit d'abord les services de l'État, hein, tant au niveau national que local, qui sont très impliqués sur ces sujets. Toutes les collectivités territoriales, hein, que ce soit au niveau des mairies ou au niveau de la région ou des départements. Et puis bien sûr, les comités des pêches. Les comités des pêches qui sont bien organisés, structurés au niveau départemental et régional, avec qui eh bien, nous avons des discussions, des échanges pour que notre projet tienne compte eh bien, de leurs usages. Et puis, bien sûr, l'Agence des aires marines protégées, et notamment à Ouessant, donc pour le projet du Front Vert, le parc naturel marin d'Iroise, hein, qui existe depuis déjà plusieurs années, qui est un des interlocuteurs essentiels pour nous pour développer notre projet. Et puis bien sûr les associations, hein, qu'elles soient locales ou nationales, eh bien, font partie effectivement des acteurs avec qui nous échangeons pour que notre projet soit développé, puis construit et réalisé dans la concertation et en prenant en compte un certain nombre d'avis sur ce sujet. Voilà, je fais juste un petit zoom sur le parc naturel marin d'Iroise, hein, avec qui nous développons certains points du projet, hein, et nous sommes effectivement très preneurs de leur connaissance du site. Le parc naturel marin connaît bien le site. Et grâce à personne de ce parc, eh bien, on développe notre projet avec confiance. Et puis le parc marin a aussi des compétences techniques, hein, notamment dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des activités ou des ressources. Et ça, c'est un point important. Voilà. Et puis on est amené aussi, bien sûr, avec eux à avoir bien leur avis sur tout ce qui concerne le suivi ou tout ce qui concerne l'atténuation des effets ou des impacts. Et puis, le parc naturel marin a aussi une gouvernance qui regroupe toutes les parties prenantes. Voilà, donc, l'avis du parc marin, c'est aussi l'avis de tous les membres du conseil de gestion, hein, qui représentent toutes les parties prenantes. Et c'est un point, j'allais dire, important pour nous en matière de concertation. Alors, je vais développer maintenant 2 points particuliers qui sont les mammifères marins et les ressources halieutiques. Alors, d'abord, les mammifères marins. Voilà. Donc, on ne peut pas parler de mammifères marins sans parler d'acoustique. Donc, on développe notre projet et les études que l'on mène, eh bien, en faisant les deux en même temps, parce que les liens sont très forts. On a à la fois des simulations acoustiques sur la façon dont se propage, par exemple, le son dans l'eau dans la région de Ouessant, et puis des observations notamment de mammifères marins. Alors, là aussi, on cherche à regrouper les compétences sur ce sujet, et les études que l'on mène sont souvent menées avec plusieurs partenaires qui travaillent ensemble. Par exemple, Laura Blanchard, on a mené notre étude avec non seulement une société spécialisée dans l'acoustique qui était Coyote Océan, mais également avec le groupe d'études des cétacés du Cotentin, qui est une association locale, et puis aussi avec le centre de recherche mammifères marins de La Rochelle, de l'Université de La Rochelle. Bon, ce qui a permis de mettre en relation toutes ces personnes et de pouvoir avoir une étude, j'allais dire, qui a été réalisée avec les compétences existantes au niveau national sur le sujet. Aujourd'hui, on a en cours une étude avec des mesures et observations sur le front vert. Et là aussi, en complément de la société Coyote Océan, on a le concours, non seulement du parc marin, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi de Océanopolis, qui est un organisme brestois bien connu et spécialisé notamment dans les mammifères marins, qui font notamment toute la partie observation visuelle. Voilà, donc ces études et observations, eh bien, ça nous permet non seulement d'avoir au début une bonne connaissance de l'état initial, mais de pouvoir par la suite, donc, au cours de l'étude, simuler un certain nombre de points, dont notamment tout ce qui concerne
les émissions acoustiques, et puis pouvoir, j'allais dire, estimer aussi le risque des impacts, et puis savoir quelles décisions prendre à bon escient selon les impacts pour les atténuer. Voilà, donc dans le front vert, l'étude est en cours avec les observations et les mesures. Dans le front vert, il n'y a pas que des dauphins, il y a aussi beaucoup de phoques et de phoques gris autour de l'île dans l'archipel, puisqu'il y a non seulement l'île, mais beaucoup de petites îles à côté, avec beaucoup de phoques. Voilà, donc sur les mammifères marins. Et puis le deuxième point que je voulais développer, c'est les ressources halieutiques. Donc les ressources halieutiques, eh bien, on est dans un milieu, comme vous le savez, où il y a beaucoup de courants, et donc les observations ou les échantillonnages ne sont pas toujours très faciles à faire dans cette zone. Donc on a été amené à se poser la question de savoir comment procéder, et en lien avec l'IFREMER et d'autres acteurs, on a fini par se dire qu'il fallait sans doute développer un programme d'état initial et de suivi de la ressource à partir de marqueurs acoustiques sur quelques espèces de poissons et de crustacés. Donc ça peut concerner en particulier le lieu, le bar, et dans les crustacés, c'est plutôt le homard et la langouste. Voilà, et avec un suivi acoustique aussi, qui permettrait de pouvoir mesurer au fil des ans l'évolution de la ressource, et puis surtout les mouvements de cette ressource halieutique dans la zone. Voilà, on voit apparaître sur la photo de droite une photo prise, alors c'est une vraie photo, prise dans l'Audet. L'Audet, c'est la rivière du Finistère, où la société Sabella a mis dans l'eau et testé son démonstrateur il y a quelques années. Donc la turbine, on la voit en arrière-plan, la turbine tournait, puisque la turbine maintenant est exposée à Paris au musée de la Villette. Eh bien, on n'a pas constaté, j'allais dire, d'interaction entre les poissons et puis la turbine pendant les mois où la turbine a fonctionné. Voilà, donc ça nous rassure sur le fait qu'il n'y aurait sans doute pas d'interaction, ou très peu d'interaction, entre les poissons et les turbines. Et voilà, donc je finirai ma présentation par un point essentiel qui est les suivis environnementaux. Le suivi environnemental repose d'abord sur un certain nombre de points, dont le retour d'expérience que l'on peut avoir. Alors aujourd'hui, le retour d'expérience, on l'a principalement par les projets qui existent, c'est-à-dire les lieux où il y a des turbines qui fonctionnent dans l'eau, c'est-à-dire les MEC en Écosse, dont j'ai parlé, mais il y a aussi au Canada la baie de Fundy, où il y a eu quelques démonstrateurs mis à l'eau. Donc là, on a certaines informations et on en tient compte, bien sûr, pour bâtir nos études et surtout nos plans de suivi. Et puis, on a un projet aussi, GDF Suez, au Royaume-Uni. Voilà, c'est le projet Maygen. C'est un projet de mise en place là aussi de quelques turbines, dans un premier temps, et ensuite d'un parc industriel de plusieurs dizaines ou centaines de machines, dans le nord de l'Écosse. Et là, on a effectivement des échanges fréquents avec ce projet, puisqu'on est dans le même groupe. Et donc, on mutualise ainsi de l'expérience pour pouvoir, j'allais dire, avoir les projets les mieux adaptés. Voilà, puis bien sûr, on prend en compte tous les avis, les avis d'abord des services de l'État, l'ADREAL. Bon, je dis l'ADREAL, mais il y a aussi d'autres services de l'État impliqués, que sont les préfectures maritimes, les directions départementales des territoires ou de la mer, ou les DIRM, les directions interrégionales de la mer. Voilà, mais l'ADREAL a un rôle essentiel pour ce qui concerne l'environnement. Et puis pour le fond vert, bien sûr, il y a aussi le parc naturel marin. Voilà, et donc tous ces éléments vont nous permettre d'avoir une meilleure connaissance et donc des études et des programmes les mieux adaptés possibles, notamment sur les points suivants, qui sont la partie mammifères marins et acoustique que j'ai développée,
toute la partie relative aux ressources halieutiques. Et puis les points dont je n'ai pas encore parlé, mais qui sont bien évidemment dans nos études, c'est toute la partie benthique, la faune et flore, bien sûr. Les oiseaux plongeurs, hein, qui plongent pour certaines espèces assez profond. Et puis la sédimentation autour des fondations des turbines. C'est-à-dire comment évoluent les sédiments, est-ce qu'il y a du transport sédimentaire ou non, et comment cela se fait, enfin, pouvoir connaître tous ces points-là. Et puis l'hydrodynamique, c'est la modification effectivement des courants ou des turbulences générées dans l'écoulement de l'eau. Donc voilà donc l'état de nos projets, l'état de nos réflexions, des actions que l'on mène, notamment dans les études d'environnement, et puis dans le suivi environnemental, parce que les études d'environnement, on les mène au début du projet, et ensuite le suivi est essentiel. Le suivi dans les deux phases, la phase de construction d'une part, et ensuite la phase d'exploitation. Voilà, et puis j'ajouterai la troisième phase, qui est la phase de démantèlement ultérieure. Eh bien, merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions à poser? Pas encore. Alors, moi, j'en ai une. J'ai vu que vous étiez pour les vitesses de courant dans les deux sites où vous avez, où vous voulez faire vos expérimentations, qu'il fallait 5 mètres secondes et 4 mètres secondes. Oui. Est-ce que aujourd'hui, c'est les vitesses de courant minimum, ou est-ce que des courants moins forts pourraient aussi faire fonctionner ces hydroliennes? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que la technologie, en évoluant, pourra fonctionner? Parce que sinon, on est un petit peu limité pour des zones à fort courant pour mettre ce type d'installation. Oui, effectivement, vous abordez un sujet important qui est donc la ressource et comment on transforme la ressource en énergie, avec bien sûr cette notion de vitesse maxi. C'est la vitesse maxi en vivo, donc je mets 5 mètres secondes, donc 10 nœuds pour le rat blanchard. Bon, il est bien évident que d'abord, il y a la renverse tous les jours, c'est-à-dire 4 fois par jour, le courant est nul, hein, et le courant s'inverse, c'est-à-dire qu'il tourne de 180 degrés. Ça dure à peu près une demi-heure, à peu près, donc ça s'inverse assez vite. Mais on a 4 fois par jour, on ne produit rien, c'est vrai. Et puis 4 fois par jour, on produit, on a une production forte, mais c'est très prévisible puisqu'on peut le prévoir des années à l'avance. Voilà. Alors effectivement, en mortaux, quand les coefficients sont faibles, on a plutôt 6 nœuds au rat blanchard au lieu de 10, donc ça varie, la vitesse maxi c'est entre 6 et 10. Voilà. Et les machines commencent à produire à partir de 2 nœuds, c'est-à-dire à partir de 2 nœuds, la turbine produit de façon suffisante pour alimenter le réseau. Voilà. Merci. Merci. Moi, je voulais poser une question en rapport avec la ferme industrielle. Vous avez parlé que pour la ferme pilote, vous utilisez à peu près 40 machines. Est-ce que pour la ferme industrielle, ça peut aller jusqu'à combien de machines et ça peut occuper quelle superficie? Alors, les fermes pilotes, une ferme pilote, c'est entre 4 et 10 machines, en fait. Hein. C'est un nombre plus limité entre 4 et 10 machines. Et puis, une ferme commerciale, c'est environ une centaine de machines, voilà, pour l'ordre de grandeur. Voilà, et les machines font environ 1 mégawatt ou un petit peu plus. Voilà. Et les distances entre les machines, ben, effectivement, c'est un sujet d'études important. On peut, notamment, c'est la distance entre deux machines qui se suivent l'une derrière l'autre, sachant qu'une machine génère un sillage et donc perturbe en partie le fonctionnement de la machine suivante. Voilà, donc on serait environ dans des distances d'environ 100 mètres, 100 à 200 mètres entre deux machines, voilà, dans le sens du courant. Et dans le sens latéral, on est à des distances moindres qui seront plutôt de l'ordre de 50 à 100 mètres. D'autres questions? Bonjour, Danilo Garcia, je suis
thèse en droit de l'environnement. Bon, d'abord, je voulais vous remercier pour la présentation. Et d'ailleurs, en m'éloignant un petit peu du côté technique, je voulais vous poser une question par rapport à l'interaction qu'ils ont joué les turbines avec les poissons et cette information que vous dites qu'il n'y a pas ou il y a peu d'informations sur ça par rapport à au nouvel siège de GDF que vous allez monter. Est-ce qu'il est prévu d'avoir des informations ou des études par rapport à l'influence de cette machine sur les milieux marins et sur la biodiversité du milieu où ces ponts l'établir, et si ça correspond à un partenariat, cette étude correspond à un partenariat avec les gouvernements locaux ou c'est simplement avec les exigences du ministère de l'Environnement. Alors, il y a effectivement plusieurs volets dans votre question. Là, sur les impacts liés à la présence des turbines, on a, j'allais dire, soit des sujets d'intérêt commun ou d'intérêt général, ou des sujets plus spécifiques à notre projet. On peut dire que sur l'influence que je citais tout à l'heure sur le transfert sédimentaire, il est bien évident que c'est un sujet d'intérêt général, mais qui sera différent selon qu'on a des fondations gravitaires qui sont posées au sol ou des fondations plutôt tubulaires, monopieux, comme celle que vous voyez sur la photo à gauche, où sans doute l'interaction sera moindre. Voilà. En ce qui concerne, vous parliez des poissons ou des mammifères marins, on a prévu d'avoir un monitoring, bien sûr, avec des observations, soit par caméra, comme on voyait tout à l'heure, sur la photo où on voyait les poissons près de la turbine. C'est en fait des photos qui ont été prises pour connaître et savoir comment ça se passait autour de la turbine lorsqu'il y avait des bancs de poissons. Enfin, ce qu'on a observé, c'est qu'il n'y a pas eu de mortalité pendant ces quelques mois. Mais bien évidemment, on sera attaché à bien s'assurer qu'avec nos turbines dans nos projets, eh bien, on a effectivement ce risque est bien évité. Voilà. Qui sont prévus. Pardon, la deuxième partie de la question, c'était en fait si ces types d'études sur les comportements du milieu marin après l'installation, avant et après l'installation des turbines, sont mises en place pour GDF exclusivement ou en partenariat avec les gouvernements locaux et nationaux, bien évidemment. Et s'il est prévu de faire justement l'étude avant et après l'installation pour savoir comment ça se comporte, les différentes espèces et par rapport à la population de chaque espèce en fait. En fait, pour le projet relatif à la ressource halieutique, on a effectivement prévu de faire mener ce projet en collaboration. On ne va pas le faire tout seul, on va le faire avec l'IFREMER et avec d'autres acteurs institutionnels, parce que c'est un sujet d'intérêt, j'allais dire, d'intérêt national ou régional. Voilà, donc ce projet est en cours de constitution, mais l'IFREMER sera un acteur important là-dessus. Et donc, savoir comment se comportent les poissons et l'évolution de la ressource halieutique, ce n'est pas, j'allais dire, un sujet qui est propre à nous, GDF Suez, mais c'est nous qui, étant pilotes ou développeurs de notre projet au front vert, qui souhaitons pouvoir mesurer l'état initial et mesurer l'évolution par ce suivi au fil des ans, parce que ça correspond à un vrai besoin de connaissances qu'on a et qui est lié à notre projet. Alors, bonjour. Je voudrais poser une question qui est relative à la politique des grands barrages. Je sais que GDF Suez intervient dans certaines parties du monde, notamment en Afrique, dans la vallée du Niger. Et en rapport avec votre présentation, comment vous intégrez cette politique des barrages dans cette gestion des aires marines protégées? Vous parlez de la politique des barrages. Des barrages, voilà. Des barrages hydroélectriques. Y a-t-il un lien? Prenez-vous en compte cet aspect dans cette gestion des aires marines protégées? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement,
nous avons de la production hydraulique, mais sur ce sujet, je ne pourrais pas vous apporter la réponse puisque je connais principalement le domaine lié aux énergies marines et à la production d'électricité par l'énergie des marées. Mais donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Là, c'est peut-être une question peut-être un petit peu plus prospectiviste et peut-être vous n'avez pas la liberté de répondre tout de suite, mais ça, c'est une technologie liée aux marais. Mais est-ce qu'éventuellement vous envisagez une technologie similaire pour les courants récurrents en Méditerranée, notamment autour des îles? Est-ce que vous avez une phase méditerranéenne prévue avec des courants peut-être moins spectaculaires, mais peut-être plus réguliers? Alors, l'utilisation de l'énergie des courants, est assez vaste. Nous avons décidé d'être acteurs ou d'investir dans des projets marins, c'est-à-dire en mer, où avec le projet d'installer des fermes commerciales d'une centaine de machines, d'une puissance assez élevée. Voilà. Mais cela étant, il existe beaucoup d'autres technologies hydroliennes, souvent de puissance moindre, qui peuvent être utilisées dans les rivières, dans les fleuves ou dans les estuaires, ou dans des lieux où il y a moins de courant, autour des îles par exemple. Voilà. Et donc, donc nous ne développons pas de projet actuellement dans ce secteur-là. Voilà, c'est un choix stratégique que nous avons fait. Donc. D'autres questions? Merci beaucoup. Bien, merci à tous.